bonjour à tous. Merci d'être venus à cette présentation du Cerium et du CETA, cette conférence midi sur le Myanmar. Alors, le Myanmar, rien que le nom de ce pays peut lancer un vaste débat. Et nous avons donc décidé de rebondir sur l'actualité, car si moi je fais un simple résumé de ce que je connais du Myanmar, c'est une junte militaire au pouvoir depuis 1962 qui s'est libéralisée et qui a fait une transition démocratique à partir de 2011 et qui, aux dernières élections, a décidé de remettre en cause le résultat en se basant sur la constitution de 2008 et sur des fraudes de 8 600 000 bulletins. Une fois que j'ai dit ça, moi qui ne suis absolument pas spécialiste de ce pays, ça reste très flou les mécaniques et qu'est-ce qui se joue vraiment en profondeur. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Jean-François Rancourt de faire cette présentation. Jean-François Rancourt est doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Il est également chargé de cours au Centre d'études asiatiques. Ses intérêts sont l'autoritarisme, la libéralisation politique et la censure au Myanmar. Depuis 2014, il a effectué 3 séjours de recherche et la pandémie actuelle l'a forcé à revenir dans notre joli bout du monde en attendant la fin de la pandémie. Il agit parfois en tant que chroniqueur et analyste dans plusieurs médias canadiens et je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Adrien, pour cette opportunité aujourd'hui de vous parler du coup d'État qui est survenu en début de semaine. Merci aussi à tout le monde d'être présent en si grand nombre. Je suis agréablement surpris. Et on va commencer par survoler les événements récents. Par la suite, ce que je vous propose finalement, le gros aujourd'hui, ça va être de regarder d'abord qui sont les acteurs politiques qui sont impliqués sur la scène politique du Myanmar. Ensuite, on va parler de la Constitution de 2008, qui est vraiment le socle du système politique qui a évolué au cours des 10 dernières années. Ce sont d'ailleurs ces 10 dernières années qui vont être le focus. Donc, on va faire un petit bilan des 2 mandats. Le premier qui était un mandat du général Thein Sein et le second, le mandat d'Aung San Suu Kyi et de sa Ligue nationale pour la démocratie. Et finalement, on va essayer de wrapper tout ça, pardonner l'anglicisme, et d'analyser tout ça pour voir qu'est-ce qui peut expliquer les motivations derrière le coup d'État. Donc, sans plus tarder, très brièvement, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, au matin de lundi, le 1er février, ça devait être la rentrée parlementaire au Myanmar suite aux élections du 8 novembre dernier. On devait donc reprendre une nouvelle session. Or, ce qui est arrivé juste avant l'ouverture, c'est que les militaires ont procédé à des arrestations de plusieurs dizaines de dirigeants, incluant bien sûr la conseillère d'État Aung San Suu Kyi, le président Win Myint, mais aussi plusieurs autres dizaines de gens associés à la politique. À ce moment-là, l'armée annonce qu'elle prend le pouvoir pour une durée de 1 an, qui va être donc sous le couvert des lois de mesures d'urgence. Les militaires, donc, comme Adrien le mentionnait, vont utiliser le prétexte d'une fraude électorale massive. Ils disent donc qu'il y aurait eu plusieurs millions de votes frauduleux. Évidemment, on peut sentir une petite influence trumpienne ici, mais ça ne sera pas le sujet aujourd'hui. Il faut dire que les allégations de fraude ont été réfutées. L'Union européenne a statué que 95% des observateurs étrangers ont jugé le processus électoral comme étant bon ou très bon, ce qui n'est pas évidemment parfait, mais on est vraiment loin d'une fraude massive comme l'armée le prétend. Donc, au début, l'armée a coupé toutes les communications cellulaires. On a bloqué tous les médias traditionnels qui ne sont pas raffiliés à l'armée dans cette espèce d'optique de contrôler l'information. On a aussi imposé un couvre-feu entre 20h et 4h. Or, rapidement, la désobéissance civile s'est organisée sur les réseaux sociaux. Les gens, donc, à chaque soir, à l'heure de la tombée du couvre-feu, des millions de Birmans sortent et tapent sur des casseroles pour signifier leur désaccord. Aussi, très rapidement, le personnel médical du pays dans différentes institutions, on parle de 80 institutions à travers le pays, ont annoncé qu'ils allaient effectuer une grève pour protester contre justement ce nouveau gouvernement militaire. Depuis, il y a eu d'autres secteurs qui participent au mouvement, notamment des secteurs de la fonction publique. Donc, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur jour après jour. Évidemment, les militaires n'aiment pas trop ça. Donc, dans les derniers jours, on a annoncé que Facebook allait être banni au pays pour une certaine période, jusqu'à dimanche, si ma mémoire est bonne. Donc, 2 des principales compagnies de téléphonie mobile du pays ont donc bloqué l'accès à Facebook, mais évidemment, les gens au Myanmar sont capables de contourner ça avec un VPN. Il y a aussi eu beaucoup d'inscriptions sur Twitter pour pallier à tout ça. Donc, la parole continue de circuler librement malgré les tentatives des militaires qui font face à un contexte vraiment différent parce qu'il faut le dire historiquement, à chaque fois où ils ont pris le pouvoir,
c'était plus facile, disons, de contrôler l'information et les communications. Au moment où j'écrivais mon truc, ou que j'ai révisé, disons, toute ma présentation hier soir, il y avait eu au total 147 arrestations, 133 fonctionnaires et législateurs, ainsi que 14 militants issus de la société civile. Et donc, en date de hier, le 4 février, il y a eu des premiers balbutiements de manifestations. On parle un peu de flash mob. Donc, une vingtaine de manifestants qui se sont rassemblés à Mandalay. Ça, c'est la première de toutes. Ils ont manifesté une vingtaine de minutes. Ça s'est terminé par 5 arrestations. Et bon, ce matin, les nouvelles de ce qui s'est passé au courant de la nuit, ce matin, sur les réseaux sociaux, on a vu des photos d'un cortège de camions militaires circulant à Yangon, chargés de ce qui semble être des munitions. Il y a aussi une lettre écrite par un officier militaire qui a été transmise à un journaliste très sérieux dans laquelle il affirme que les militaires sont très tracassés par le mouvement de désobéissance civile. Donc, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les prochains jours, mais il faut être très, très, très... il faut vraiment regarder tout ça. Donc, ça, c'était les infos de base sur le coup. Donc, le Myanmar, rapidement, je vais vraiment passer vite, mais je sais que tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec cette zone géographique. Donc, évidemment, c'est un pays d'Asie du Sud-Est, comme vous le voyez sur la carte, entre la Chine, le Bangladesh, l'Inde, le Laos et la Thaïlande. La superficie est environ équivalente à celle de l'Alberta, pour resituer en des termes canadiens. Une population de presque 56 millions, donc ça se compare, disons, au Kenya ou à la Colombie. C'est un pays qui est vraiment fragmenté d'un point de vue de l'ethnicité. Le gouvernement reconnaît officiellement 135 groupes ethniques. C'est une classification ethnique qui est un peu bancale, issue de l'héritage colonial, mais qui est toujours utilisée et à laquelle les gens s'identifient. Donc, on ne peut évidemment pas juste balayer ça du revers de la main. Le Myanmar, c'est aussi le foyer de la plus longue guerre civile de l'histoire contemporaine. Les conflits ont commencé en 1948, tout de suite après l'indépendance, et sont toujours aujourd'hui en cours. Donc, comme mentionné précédemment par Adrien, une junte militaire qui a gouverné de 1962 à 2011. Donc, on a eu cette brève période de 10 ans d'électoralisme avant de retomber cette année, encore une fois, une nouvelle junte militaire. Et finalement, le Myanmar, c'est un pays très jeune. L'âge médian est à 29 ans. En termes économiques, c'est un des pays les plus pauvres de la région sud-est asiatique. Le PIB par capita en 2018 était à 1 325 $ américains. Donc, les acteurs importants, j'imagine que ça va surprendre personne, mais je vais commencer par Aung San Suu Kyi, qui est bien connu, qui est presque intouchable aux yeux de plusieurs personnes au Myanmar. Il faut dire que c'est la fille du général Aung San, qui est perçu comme le père de la nation moderne birmane, qui est un martyr national aux yeux de beaucoup et qui est révéré à la fois par les militaires et par la frange démocrate. Aung San Suu Kyi, elle a passé une quinzaine d'années donc enfermée en résidence, prix Nobel de la paix en 91. C'est elle qui a fondé la Ligue nationale pour la démocratie en 1988 avec quelques autres collègues. Elle n'était pas seule, mais depuis, elle dirige le parti, ce qu'on dit d'une main de fer dans un gant de velours. Définitivement, c'est un parti hautement personnalisé qui a donc été au pouvoir de 2015 à 2021 jusqu'au coup d'État de lundi. Il y a, à mon avis, un certain culte de la personnalité autour de sa personne. Un exemple de ça, au Myanmar, les formules de politesse, on va appeler les gens tante ou oncle lorsqu'ils sont plus âgés que nous. Autrefois, tout le monde l'appelait Da Aung San Suu Kyi, qui signifie tante. Et depuis quelque temps, on l'appelle Emesu, ce qui veut dire mère. Donc, elle a quand même augmenté en termes de statut, de respect dans la société. Même que j'ai entendu des gens l'appeler grand-mère, ce qui est un autre niveau encore plus élevé de respect. On entend parfois des gens dire qu'elle ne se trompe jamais, elle ne fait aucune erreur. J'ai moi-même entendu ça de la bouche de gens au Myanmar. Et donc, c'est une figure très, très populaire à l'intérieur du pays, surtout auprès de la majorité ethnique Bamar, dont elle fait partie, un groupe bouddhiste qui forme environ 70% de la population. Du point de vue des minorités ethniques, on ne l'adule pas autant. Ils ont des très bonnes raisons. Pour eux, les luttes politiques sont vues comme une lutte entre l'oppresseur, qui est les Bamars, et les minorités. Donc, pour beaucoup de gens, la scission entre démocrates et militaires au sein de l'ethnie Bamar ne veut pas dire grand-chose. Pour eux, c'est un peu toute la même chose. Second acteur fondamental, c'est la Tatmada. La Tatmada, c'est l'armée birmane. C'est une des armées les plus puissantes de la région, ou à tout le moins des plus nombreuses, avec
405 000 personnes de personnel militaire actif et 110 000 paramilitaires. Un budget annuel estimé à 2 milliards qui occupe une très, très grosse part des dépenses publiques au pays. Même si le budget a un peu diminué au cours des dernières années, ça reste vraiment une des parts de dépenses les plus importantes et c'est sans aucun doute l'institution la plus puissante du pays qui a donc dirigé pendant longtemps et qui a encore une place prépondérante au cœur du système politique. On va y revenir en parlant de la Constitution. Affilié à la Tatmada, il y a le Union Solidarity and Development Party, qu'on appelle communément USDP. C'est un parti politique qui a été créé justement en vue de courir aux élections de 2010, les premières. C'est un genre de monstre du docteur Frankenstein, si on veut. Finalement, autrefois, c'était un parti de masse, une organisation de masse qui a été convertie en parti politique, ce qui a permis notamment de garder un membership très élevé. Le USDP, donc, a gouverné de 2011 à 2016, mais depuis que la Ligue nationale pour la démocratie est entrée dans le jeu politique, dès les élections partielles de 2012, sa popularité est littéralement en chute libre. Autre acteur central, l'homme fort du Myanmar, qui est sans aucun doute l'homme le plus puissant, même au cours du règne d'Aung San Suu Kyi, Min Aung Hlaing, qui est commandant en chef des forces armées. Grosso modo, lui, il a commencé son parcours militaire dans les années 70. Il a gravi les échelons lentement jusqu'à temps qu'il atteigne le poste de numéro 1 en 2011, donc au moment de l'entrée au pouvoir de Thein Sein au Parlement. C'est un homme qui a été pressenti pour devenir président. Il aurait bien aimé tenter sa chance à deux reprises, en fait, en 2015, mais bon, la Ligue nationale pour la démocratie a balayé le pays. Il y a eu une vague et ça a été une victoire écrasante pour les démocrates, donc évidemment, il a dû attendre son tour. Encore aux élections de novembre dernier, beaucoup croyaient qu'il allait finalement se lancer dans la politique. Il faut dire qu'il approche l'âge de la retraite obligatoire. Il aura 65 ans en juillet prochain et vraiment tout porte à croire que son mandat ne sera pas renouvelé. Donc, il y a des chances qu'il disparaisse bientôt du paysage politique. Ou bien, je dis ça, en fait, il aurait pu disparaître parce que grâce, entre guillemets, au coup d'État qu'il y a eu récemment, il vient de se repropulser au sommet et on ignore encore s'il va vraiment rester là 1 an ou plus longtemps. C'est lui le cerveau derrière le génocide des Rohingyas. C'est lui le cerveau derrière les tensions armées en ce moment dans l'État Rakhine, dans l'État Shan. Il y a des sanctions économiques qui ont été appliquées contre lui en 2019, notamment par les États-Unis. Évidemment, on peut se demander pourquoi ça a pris autant de temps, mais ça, c'est une question que je laisserai à d'autres. C'est un des hommes les plus puissants aussi en termes économiques, c'est important de le mentionner. Il est à la tête des deux conglomérats qui sont sous la gouverne de l'armée, le MEC et le MEHL. Sans tomber dans trop de détails, non seulement il est le patron, mais il est également un des principaux investisseurs. Ces conglomérats-là sont présents partout dans le pays, notamment dans la construction des ports en eau profonde, aussi dans les mines. Hein. Le Myanmar, c'est le premier producteur mondial de rubis. Il produit aussi énormément de jade. Il est présent dans la téléphonie mobile, dans l'immobilier, etc. On a d'ailleurs que toute sa famille est en business. Son fils est un magnat des affaires en pharmaceutique, équipements médicaux, construction, restauration, j'en passe. Son épouse, elle, est davantage du côté de l'immobilier et sa fille dirige une boîte de production de films à gros budget. Et sans surprise, toute cette belle gang a réussi à atteindre le succès économique grâce aux faveurs accordées par Papa Min Aung Hlaing. D'ailleurs, les relations entre Min Aung Hlaing et Aung San Suu Kyi sont tendues depuis un bout. Il y a des rumeurs qui disent qu'il ne se serait pas adressé la parole depuis au moins 1 an. Et donc, voilà. Ensuite, il y a bien sûr d'autres partis politiques. Évidemment, on ne fera pas le tour, considérant qu'il y en avait 92 en lice aux élections de 2020, mais je trouve ça important de le mentionner. Il y a deux principaux clivages dans cette ribambelle de partis politiques. Le premier clivage fondamental, c'est la notion d'ethnicité. Donc, je le mentionnais brièvement tout à l'heure, mais cette espèce de dualité entre les Bamar, le groupe majoritaire, et les nombreux groupes minoritaires. Donc, beaucoup de partis vont s'organiser autour d'identités ethniques. Le deuxième clivage principal, c'est donc autour de la définition du nationalisme. D'un côté, on a les principes militaires de la souveraineté, l'unité, la stabilité. Plusieurs partis adhèrent à ce genre de conception. Pardon. Et de l'autre côté, c'est davantage l'idée des principes pro-démocratiques qui devraient définir la nation moderne birmane.
Finalement, au point de vue des acteurs, on a une ribambelle d'organisations armées ethniques, les IEOs en anglais. Selon Myanmar Peace Monitor, il y en aurait en ce moment 49 en activité. 13 ont signé les cessez-le-feu au cours des dernières années. Il y a 5 groupes qui sont actuellement en combat actif contre le gouvernement central. 12 ont été intégrés aux forces frontalières, donc ils sont passés sous le commandement de l'armée. 8 sont devenus des milices populaires, donc aussi sous le commandement de l'armée. Finalement, les arrangements spéciaux, il s'agit de groupes qui ont une sorte d'autonomie territoriale et donc qui contrôlent littéralement leur territoire. C'est comme des États dans l'État. Mais encore une fois, je ne m'attarderai pas trop sur ces nuances-là. Et donc, là, ici, on a un portrait des acteurs, mais je voulais en venir évidemment à la Constitution de 2008. Cette Constitution qui établit ce que les militaires appellent la démocratie disciplinée. Alors d'abord, je vais m'attarder rapidement sur la genèse. D'où vient cette constitution? C'est le résultat d'un processus qui a duré vraiment plusieurs années, de 1993 à 2002. Je n'irai pas dans le détail de tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la constitution, c'est le bébé des militaires. C'est eux qui l'ont mis en place, c'est leur outil pour atteindre un système politique de partage du pouvoir. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas une constitution démocratique. On parle de cohabitation, mais vous voyez en bas, j'ai écrit cohabitation ou domination. Vous allez voir, les militaires sont tellement puissants qu'on se demande vraiment, est-ce que c'est de la cohabitation politique ou c'est pas une forme cachée de domination militaire? En effet, ce qui rend cette constitution très particulière, outre le fait qu'elle fait plus de 300 pages, c'est une des plus longues et des plus, on va se dire, ça devient un peu redondant la lecture, mais c'est une constitution qui consacre le pouvoir des militaires au pays. D'abord, comme toute bonne constitution de transition qui aurait été instaurée par les anciens dictateurs, elle offre une amnistie complète aux anciens dirigeants. Donc, tout ce qui a été commis durant l'ère des différentes juntes militaires par le passé ne peut pas être amené devant des tribunaux. Parlant de tribunaux, de plus, les membres des forces armées ne peuvent pas être jugés en dehors de cours martiales, ce qui permet évidemment une reproduction de la culture d'impunité qui règne au sein de l'armée, puisque c'est le général en chef qui a le dernier mot sur les jugements rendus. Et notez que ça s'applique à tous les types de crimes, même les offenses contre les droits humains, alors qu'il y a quand même une certaine norme internationale selon laquelle les soldats qui commettent ce genre de crimes devraient être jugés en dehors d'un tribunal martial, justement pour ne pas reproduire l'impunité qui existe entre les militaires. Autre point particulier, cette constitution donne 25 des sièges de tous les parlements aux militaires, donc autant au niveau national que régional. Il faut dire que modifier la Constitution requiert 75 plus 1 des votes du Parlement, ce qui signifie qu'aucune réforme constitutionnelle n'est possible sans le soutien direct des militaires. Cette constitution place aussi l'armée, la police et les forces frontalières dans une position très particulière. Ces 3 ministères, ces 3 institutions sont entièrement autonomes et indépendantes du gouvernement. Ce qui veut dire que, de un, le chef de l'État n'est pas le chef des forces armées. L'armée reste complètement autonome, ne répond pas aux ordres du gouvernement et peut donc faire à peu près ce qu'elle veut. Comme la police et les forces frontalières sont également sous son commandement, on peut dire que le monopole de la violence légitime étatique repose entièrement entre les mains d'un individu qu'on a vu tout à l'heure, le général Min Aung Hlaing. Et finalement, dernier petit point ici par rapport au pouvoir des militaires, ce qui a été utilisé comme argument par les militaires durant le coup, c'est le fait que cette constitution justifierait un coup d'État légal en quelque sorte. Donc, dans un cas où une crise est jugée trop grande par rapport à la solidarité de l'Union ou quoi que ce soit, il y aurait moyen de créer donc un comité qui va s'approprier les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires pour un moment temporaire, le temps de régler la crise. C'est ce que les militaires affirment faire en ce moment. Or, le problème, c'est que selon la Constitution, le président doit signer un décret qui permet à ce comité de prendre le pouvoir. À ce jour, le président n'a pas signé un tel décret. Donc, lorsque les militaires prétendent agir de manière constitutionnelle, c'est absolument faux. Nuisance personnalisée, une autre caractéristique de cette constitution qui la rend unique au monde, c'est qu'il y a une clause qui cible directement
Aung San Suu Kyi. De manière non dite, son nom n'est pas écrit, mais il y a une clause dans cette constitution qui stipule que pour être président, une personne ne peut pas avoir des membres de sa famille directe qui ont une nationalité étrangère. Aung San Suu Kyi, qui a été mariée à un Britannique, ses 2 fils ont la nationalité britannique, est ainsi bloquée de l'accès à la présidence. C'est pourquoi elle s'est créée un poste de conseillère d'État qui a finalement fait d'elle un peu une première ministre du pays. Donc, je pose la question démocratisation. Est-ce qu'il y a possibilité de démocratisation en se basant sur ces bases juridiques et légales-là? Ma réponse est triste, mais non, je ne crois pas. Comme la Constitution elle-même le mentionne, on parle d'une démocratie disciplinée. Euh, donc, les développements politiques qu'on a vus au Myanmar au cours des dernières années, c'est mon avis personnel, je crois qu'on peut parler d'une libéralisation politique. Décidément, beaucoup de droits ont été accordés, plus de liberté, mais quand même, on est loin de se diriger vers un système démocratique qui prendrait, par exemple, l'idée que les militaires devraient être soumis à l'État, au gouvernement, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ceci étant dit, jetons un coup d'œil aux élections générales de 2010, les premières élections générales depuis les années 60. En fait, il y en a eu dans les années 90, mais le résultat n'a pas été reconnu. C'est une autre histoire. Donc, l'élection générale de 2010, il faut savoir que la Ligue nationale pour la démocratie n'était pas de la course. Aung San Suu Kyi était encore derrière les barreaux. Elle a été, pas les barreaux, mais confinée à résidence. Elle a été libérée quelques jours après les élections. Ce qui a permis au parti USDP de l'armée d'avoir une victoire écrasante, récoltant plus de 78% des sièges, comme vous pouvez le voir sur les 2 cartes. Autant la Chambre basse que la Chambre haute a été entièrement dominée par le parti de l'USDP. Toutefois, ça n'a pas été des élections très libres et justes. Il y a eu plus de 500 rapports d'irrégularité qui ont été déposés par différentes organisations nationales et internationales. Ces élections nous ont donc conduit au gouvernement Thein Sein, qui est un ancien général retraité pour l'occasion, donc il va être président de 2011 à 2016. Là, vous allez voir, pour les 2 bilans des gouvernements, je vais m'attarder sur 3 points principaux, soit la libéralisation politique, donc les mesures de libéralisation, les réformes économiques, ainsi que les avancées dans le processus de paix, qui est un des dossiers les plus centraux au Myanmar. En ce qui concerne la libéralisation politique, on s'est dépêché de traiter Thein Sein de réformiste, de libéralisateur, de softliner, parce qu'il a mis en place vraiment beaucoup de réformes fondamentales lorsqu'on sait justement la situation autoritaire dans laquelle le pays se trouvait auparavant. D'abord, évidemment, il y a eu la libération d'Aung San Suu Kyi, bien que survenue après les élections. Il y a eu la fin de la censure systématique. Il faut dire que pendant des années, tout ce qui était publié passait par les censeurs. Tout ça a été abrogé. La légalisation des médias privés, on a vu une explosion du nombre de journaux dans les semaines qui ont suivi les élections. Il y a eu aussi des vagues de libération de prisonniers. Des milliers de personnes ont été relâchées. Pardon. Toutefois, Thein Sein ne va jamais remettre en question la prépondérance de l'armée dans le système politique. Il faut dire qu'il est originaire lui-même de l'armée. Et de plus, si certains droits vont être accordés de manière formelle, il y a encore certaines lignes à ne pas franchir qui restent très, très floues. Excusez-moi. Par exemple, en ce qui a trait à la liberté d'expression, durant le règne de Thein Sein, les journalistes faisaient part du fait qu'ils ne connaissaient pas exactement l'emplacement de cette fameuse ligne rouge à ne pas franchir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont le droit de dire, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas le droit de dire, ce qui fait que les journalistes vont toujours pousser un peu plus loin leur critique jusqu'à temps que certains d'entre eux soient arrêtés et emprisonnés. L'USDP, bien qu'ils ils ont fait des réformes, ils vont aussi passer quelques lois vraiment liberticides, dont un ensemble de 4 lois qu'on a appelées pour la protection de la race et de la religion, qui, pour résumer le tout, appliquent un contrôle étatique sur le corps des femmes et principalement des femmes bouddhistes. On veut limiter les mariages interreligieux, on veut limiter les conversions et on veut aussi contrôler les naissances des femmes, principalement dans les régions peuplées par des minorités musulmanes. Donc, un ensemble de lois soutenues par l'organisation bouddhiste Mabata, qui a été connue pour son soutien au génocide. Donc, le gouvernement USDP, bien qu'il y avait des airs de réformistes, restait au fond un gouvernement fondamentalement militariste. Il y a eu une élection partielle en 2012, je le mentionne parce qu'à ce moment-là, Aung San Suu Kyi va concourir, elle va remporter, elle va devenir députée et il y avait 46 sièges en jeu. À ce moment-là, 41 vont être gagnés par la Ligue nationale pour la démocratie. Ça indiquait un peu la suite des événements au pays, mais ça, on va en reparler tout de suite.
Niveau économique, l'arrivée de Tencent a permis au pays de recommencer à faire de la business avec des pays occidentaux. Il faut dire qu'il y avait toute une panoplie de sanctions qui avaient été imposées au pays, mais à ce moment-là, les États-Unis, l'Union européenne et d'autres vont lever les sanctions, incluant le Canada. Tout ce qui va rester, finalement, grosso modo, ce sont des embargos sur les armes. On va donc lancer des appels d'offres pour l'exploration gazière, pétrolifère. On va donner des licences à des sociétés norvégiennes et qataries pour qu'ils construisent des réseaux de téléphonie mobile. On va aussi réformer un peu le système bancaire. Il faut dire que jusqu'alors, c'est l'argent courant, l'argent liquide qui régissait les transactions au pays. Or, encore une fois, il va y avoir beaucoup de problèmes en termes des réformes économiques pour des raisons structurelles assez simples qui sont des héritages du passé militaire, soit le contrôle des militaires sur beaucoup de secteurs économiques, la corruption endémique, la fonction publique qui est sclérosée et très peu incitée au changement, mais aussi les conflits armés dans des régions périphériques. Je vais revenir un peu en détail sur ces obstacles-là tout à l'heure. Finalement, le processus de paix sous Thein en août 2012, il va tendre une branche d'olivier aux organisations ethniques. Donc, une douzaine de cessez-le-feu bilatéraux vont être signés, mais il va être impossible pour lui d'atteindre un cessez-le-feu national, ce qui était son grand rêve. Il aurait bien voulu avoir comme héritage politique, justement, être celui qui a réussi à faire signer un cessez-le-feu national. Or, en octobre 2015, il savait que les élections approchaient, il voulait que ça se fasse au plus vite. Donc, il a imposé un délai aux organisations armées pour signer le traité, ce qui a été une grave erreur. Seulement 8 sur les 16 organisations concernées vont signer le traité et tous les groupes les plus actifs vont rester à l'écart. Donc, ça a été 3 années de négociations assez inclusives, relativement correctes, mais qui se sont soldées par une signature précipitée et une scission entre les groupes rebelles. Donc, on peut dire au final, le résultat sur le processus de paix a été quand même relativement catastrophique. Puis surviennent les élections générales de 2015, un moment de d'hystérie au pays à ce moment-là. Donc, la Ligue nationale pour la démocratie va remporter presque 80 des sièges en jeu. L'USDP va conserver 42 sièges sur les 491. Pour vous donner une idée, l'Arakan National Party, le troisième parti plus populaire avec 22 sur 491. Donc, ce qui illustre vraiment la vague rouge qui balaie le pays, comme vous le voyez d'ailleurs sur les deux cartes présentées ici. Plusieurs espèrent que c'est le début d'une nouvelle ère. C'est définitivement le début du gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Donc, Aung San Suu Kyi, cette Nobel de la paix, comment a-t-elle géré la question de la libéralisation politique? Encore une fois, il y a eu des avancées visibles. Par exemple, je lance des exemples. Depuis quelques années, à Yangon, il y a ce qu'on appelle la Yangon Pride, donc les parades pour les communautés LGBTIQ+, ce qui n'existait pas avant. Il faut dire qu'il y a encore des lois qui régissent la vie sexuelle des gens. On a accordé aux minorités ethniques le droit d'enseigner dans leur langue vernaculaire, ce qui a été interdit durant des décennies dans une espèce d'optique de birmanisation de la société. Donc, on a quand même redonné des libertés aux minorités du pays. Mais malgré tout ça, le contrôle politique des militaires met beaucoup de bâtons dans les roues dans les avancées de l'agenda du parti. Exemple le plus frappant, en mars 2020, la Ligue nationale pour la démocratie veut amender la Constitution pour finalement retirer l'espèce de veto de l'armée sur d'éventuelles réformes constitutionnelles. Le but, évidemment, à terme, c'est qu'Aung San Suu Kyi puisse devenir présidente du pays. Or, sans grande surprise, les militaires vont bloquer cette motion-là. Toutefois, il faut le dire, si les militaires ont ralenti les progrès mis en place par le gouvernement de la Ligue nationale pour la démocratie, il ne faut pas croire qu'ils sont responsables de tous les torts. Le bilan du gouvernement lui-même est très mitigé. C'est un gouvernement qui a eu des très lourdes tendances antidémocratiques, notamment au cours des 3 dernières années. Et pour illustrer ceci, on va se pencher très rapidement sur le cas du génocide des Rohingyas, mais aussi sur les arrestations arbitraires qui ont été commises sous les ordres de la Ligue nationale pour la démocratie. Donc, très rapidement, ici, ce sont les codes de Freedom House qui évaluent les niveaux de liberté dans un pays. On voit que de 2015 à 2017, il y avait une nette progression, mais qu'à partir de 2017, la courbe recommence à descendre, 2017 étant l'année justement du génocide des Rohingyas. L'année dernière, le pays était classé partiellement libre et depuis cette année, on parle d'un... Pardon, en 2019, il était partiellement libre, mais depuis 2020, la cote a été diminuée à not free, donc non libre.
Donc, le génocide des Rohingyas, très rapidement, j'en ai beaucoup parlé dans les dernières années. Donc, juste pour rappeler les grands événements, juillet, août, septembre, octobre 2017, c'est une crise énorme qui frappe l'État Rakhine. Des attaques, des exactions à grande échelle menées par l'armée vont déplacer plusieurs centaines de milliers de personnes. Environ 800 000 vont fuir le pays vers le Bangladesh. Il y aura plusieurs milliers de morts, des villages brûlés. Aung San Suu Kyi ne va pas condamner les exactions, même qu'elle va aller devant la Cour pénale internationale en 2019 pour défendre son pays des accusations de génocide. Il faut dire qu'elle va aussi refuser d'employer le mot Rohingya, ce qui est un peu au cœur du problème là-bas. Il y a un déni d'existence qui est fait à l'encontre de cette population. On les appelle péjorativement des Bengalis ou des Kalas, qui est un peu le mot en cas au Myanmar. Mais quand même, il faut nuancer sa posture. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vu avec le coup de cette semaine que cette épée de Damoclès pendait au-dessus de la tête du gouvernement depuis le tout début. La Constitution permet un coup d'État et il me semble évident que si la Ligue nationale pour la démocratie s'était prononcée contre les exactions, les militaires auraient probablement renversé le gouvernement sous prétexte de problèmes par rapport à la stabilité de l'Union. Euh, Évidemment, on peut voir ça un peu comme un pacte avec le diable. Hein. À quelque part, c'est comme si Aung San Suu Kyi avait échangé son soutien envers la campagne génocidaire pour pouvoir avoir la liberté de poursuivre la vie politique, mais aussi de pouvoir conserver un système électoral pour les 56 millions de Birmans. C'est un calcul qui apparaît d'un point de vue philosophique très, très, très utilitariste. On l'admettra. Deuxième point qui a entaché le bilan de libéralisation de la Ligue nationale pour la démocratie, ce sont des arrestations arbitraires effectuées sur la base de lois répressives pour la liberté d'expression. Les prochaines données viennent de Atan, qui est une ONG birmane qui fait un travail incroyable. Ce qu'on peut voir, c'est que ces données-là ici illustrent de 2015 à mai 2019. Je n'ai pas de données pour la dernière année, mais c'est quand même assez fondamental. Durant ces 4 années, il y a eu un total de 1051 personnes qui ont été arrêtées sous le couvert de lois qui sont liberticides en termes de liberté d'expression. La moitié de ces gens-là étaient des civiliens, des civils, ensuite donc des activistes, des journalistes, des politiciens. Ce qu'on voit, c'est que la première année ici, donc c'est 2015, il y a eu une hausse constante de ces cas, mais c'est en 2017 que ça a explosé. C'est sans grande surprise parce qu'à partir de 2017, on a commencé à arrêter plus de journalistes, donc les journalistes qui essayaient de rapporter sur la situation sur le terrain pour les Rohingyas se faisaient arrêter. Et donc, depuis, ça continue. Et ce qui est assez inquiétant, en fait, c'est qu'on voit que au total, il y a eu 278 poursuites qui étaient liées au gouvernement. Donc, soit des poursuites entamées par des agents du gouvernement, soit par d'autres gens parce qu'ils ont critiqué le gouvernement ou qu'ils ont critiqué Aung San Suu Kyi. Donc, 278 poursuites en 4 ans, c'est un nombre énorme, surtout lorsqu'on considère le fait qu'il y en a eu 66 liés aux militaires. Ce qui veut dire que la Ligue nationale pour la démocratie a finalement été responsable directement ou indirectement de 4 fois plus de poursuites basées sur ces lois liberticides. Et là, je parle des lois liberticides, je ne vais pas dans le détail des lois, mais on parle de lois, par exemple, sur la diffamation, mais qui sont utilisées de manière vraiment à tous les niveaux. C'est un peu absurde. Critiquer une politique de la Ligue nationale pour la démocratie peut vous conduire en prison. Ça peut avoir l'air bizarre quand on pense que le parti s'appelle Ligue nationale pour la démocratie, mais tristement, c'est la réalité sur le terrain au Myanmar. En ce qui a trait aux réformes économiques, Aung San Suu Kyi a lancé un plan de développement durable en 2018 qui est vraiment une bonne chose, on va se le dire. C'est un pays qui s'est fait, passer de force un peu des projets par le passé, notamment par le voisin chinois. Donc, le plan de développement durable permet donc l'évaluation des impacts économiques, sociaux, environnementaux, exige une plus grande transparence de la part des investisseurs étrangers. Or, toutes ces belles volontés de réformer l'économie du pays font face donc encore une fois aux 4 mêmes obstacles que je parlais tantôt. Donc, un, le contrôle des militaires sur les principaux secteurs économiques. Encore aujourd'hui, c'est là. Il faut dire que pendant des décennies, ce sont les militaires qui contrôlaient à peu près tout. Un réseau de leurs copains, les cronies, on les appelle, qui sont à tous les niveaux. Donc, c'est très, très difficile, notamment de faire du commerce à partir de l'international parce que beaucoup des entreprises locales, sans même qu'on le sache, peuvent se retrouver sur des listes noires.
Il y a aussi non seulement le contrôle des militaires, mais le contrôle des groupes armés, parce que dans plusieurs régions où il y a eu des cessez-le-feu, on leur a accordé le droit de contrôler les ressources naturelles en échange de la paix et de leurs pistolets. La fonction publique est sclérosée, je le mentionnais plus tôt, ce qui ralentit aussi les réformes. Il faut dire que le personnel qui est en place, une bonne partie vient des années de la junte militaire. Beaucoup de gens de la fonction publique dépendent des pots de vin pour leurs revenus. Donc, à chaque fois qu'on tente de couper les mesures qui seraient, disons, corrompues au sein de la fonction publique, on voit une résistance. Ce qui explique aussi le troisième point, la corruption qui est vraiment endémique dans tous les ministères, dans la justice et dans le secteur des affaires. Et finalement, la poursuite des conflits armés à la périphérie du pays. Il faut dire que la grande partie des ressources naturelles se situe dans des zones où il y a des conflits, ce qui rend évidemment le développement économique lié à ce secteur très, très, très compliqué. Finalement, ici, bon, très rapidement, là, je n'irai pas dans le détail des chiffres, mais on voit que depuis 2010, donc depuis l'arrivée de Tencent jusqu'à 2019, là, il y a une petite erreur en bas. 2019, la croissance était de 6,8 mais on voit qu'il y a eu une croissance constante, même en 2017, l'année justement du génocide, bien qu'il y ait eu un petit ralentissement en 2016 après l'arrivée d'Aung San Suu Kyi, mais rien de très dramatique. C'est un pays qui, d'un point de vue économique, réussit à progresser de manière assez impressionnante, malgré les obstacles au développement. Finalement, le processus de paix. Aung San Suu Kyi a continué donc le processus de paix avec ce qu'elle appelait la 21st Century Union Peace Pangyong Conference. Donc, c'est 4 conférences qui sont tenues en 2016 et 2020. On voulait avoir un accord global dans 5 domaines: politique, social, économique, sécuritaire, terre et ressources. Pardon. Donc, un accord entre l'armée, le gouvernement et les groupes armés. Or, il va y avoir des avancées. En 2018, 2 organisations supplémentaires vont signer les accords de cessez-le-feu national. Donc, ça signifie que des centaines, voire des milliers de personnes sur le terrain vont pouvoir recommencer à vivre normalement, loin des conflits et des coups de feu. Or, il y a des progrès significatifs qui étaient importants, qui n'ont pas été accomplis, notamment dans l'accès aux documents civils et aux terres pour les réfugiés qui rentrent chez eux. Il faut dire qu'au Myanmar, selon le recensement de 2014, il y a environ 11 millions de personnes qui n'ont pas de documents, qui sont non documentés. Donc, et il n'y a pas grand-chose qui a été fait à ce niveau-là pour le retour des réfugiés internes. D'ailleurs, il y a encore des milliers de personnes qui vivent dans des camps depuis plusieurs années, notamment dans l'État Kachin. Donc, le bilan du processus de paix sous Aung San Suu Kyi, c'est que oui, il y a eu des avancées. On a réussi à s'entendre sur 51 principes, mais ces principes ont été surtout avancés par la Tatmada. D'ailleurs, la fragmentation de l'État entre le gouvernement et l'armée rend les négociations extrêmement complexes. De plus, la fragmentation des acteurs des organisations armées ethniques, il y a des jeux d'alliances complexes et en perpétuel mouvement qui se font au cours des années, ce qui rend aussi tout ça plus compliqué. D'ailleurs, depuis l'arrivée d'Aung San Suu Kyi, il y a les violences qui se sont intensifiées, notamment dans l'État Rakhine et dans l'État Shan, ce qui rend un peu bancal aussi, en tout cas dans la vision des gens, tous les efforts qui sont faits pour atteindre la paix. Mais encore une fois, ça vient de cette fragmentation. Même si le gouvernement tend la main pour avoir plus de paix, l'armée, comme je le mentionnais, est autonome, donc n'a pas vraiment besoin de suivre les conseils d'Aung San Suu Kyi, peut continuer de mener ses campagnes guerrières. Finalement, les élections générales de novembre dernier, 92 partis en lice, plus de 6 000 candidats et candidates. Les résultats ont été encore une fois très bons pour la Ligue nationale pour la démocratie, qui a récolté encore une fois 83 des sièges, 396 sièges. L'USDP en a perdu quelques-uns, ils sont rendus à 33 et l'ensemble des 90 autres partis ont récolté seulement 40 sièges, ce qui montre vraiment l'ampleur de la vague rouge qui s'est abattue sur le pays. Il faut dire que paradoxalement, toute la situation avec les Rohingyas et le ternissement de l'image internationale d'Aung San Suu Kyi ont créé un mouvement de soutien à l'intérieur du pays. Mais bon, ça aussi, c'est un autre sujet ici. Mais tout ça pour dire que vraiment, ça a été une élection hautement remportée par la Ligue nationale pour la démocratie. Et dès lors, la chasse aux sorcières s'engage. L'armée va très rapidement dire qu'il y a eu de la fraude. Le 27 janvier 2021, donc la semaine dernière, le général Min Aung Hlaing va déclarer dans un discours aux officiers supérieurs que la Constitution pourrait être révoquée si les lois ne sont pas correctement appliquées. Le 28 janvier, dans une conférence de presse, un porte-parole de la Tatmada va refuser d'écarter les possibilités d'un coup. La tension grimpe. Le 29 janvier, la commission électorale va rejeter les accusations de fraude déposées par l'USDP, qui le même jour va demander à la Cour suprême de se pencher sur les allégations. En parallèle, l'armée demande
à la Ligue nationale pour la démocratie de repousser l'ouverture de la session parlementaire d'ici à ce qu'il y ait un jugement. La Ligue nationale va refuser et donc ce qui nous mène au coup d'État de lundi matin. Donc finalement, tout ça, comment est-ce qu'on peut comprendre le coup d'État? Pourquoi? D'où ça vient? J'ai trois petites pistes de réponse ici. La première, c'en est une qu'on voit beaucoup dans les médias. On a beaucoup lu ça au cours des semaines. C'est lié sur l'humiliation politique qu'aurait connue l'USDP et les militaires face à cette défaite écrasante. Peut-être que ça joue dans le calcul, mais je dois vous avouer, je ne crois pas que ce soit vraiment une variable explicative convaincante. Après tout, l'USDP a aussi subi de telles défaites aux élections partielles. Il y en a eu d'autres dont je n'ai pas parlé, mais également à l'élection générale de 2015. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait eu un coup cette année et pas en 2015 si l'humiliation est très similaire? Ça manque peut-être un peu de chair autour de l'os. Une autre manière d'aborder la question, c'est celle de la survie politique de Min Aung Hlaing, une approche qui a été mise beaucoup de l'avant par l'ONG Justice for Myanmar. Donc, l'idée ici, c'est que Min Aung Hlaing, qui voit sa retraite forcée approcher, qui n'a aucune chance de pouvoir rester en place puisque le général en chef, le candidat pour être général en chef doit être proposé par le président puis approuvé par les militaires. Donc, aucune chance que son mandat soit renouvelé. Il a échoué 2 fois dans ses idées de peut-être se lancer dans la politique. Donc, le seul moyen pour lui de rester à la tête du pays, ce serait notamment par un coup d'État qui lui permette d'allonger donc son mandat, en quelque sorte, grâce à la situation d'urgence qu'il déclare. La survie serait aussi économique. Comme je le mentionnais, lui et sa famille sont dans tous les secteurs de l'économie, mais de manière très corrompue et illégale, ce qui a créé quelques tensions au sein des élites militaires parce que les regards se sont beaucoup tournés sur Min Aung Hlaing, surtout depuis 2009. La surveillance des intérêts économiques du général et de l'armée se sont accrues après qu'une mission d'enquête de l'ONU a publié un rapport qui impliquait des entreprises militaires dans le génocide, dans les crimes de guerre et dans les crimes contre l'humanité. D'ailleurs, certains des partenaires majeurs se retirent. Hier, on apprenait qu'une grande brasserie japonaise va arrêter de faire affaire avec les fournisseurs de bière birmans qui sont associés à l'armée. Donc, selon cette approche, le coup d'État, ça serait le moyen pour Min Aung Hlaing de rester au pouvoir, mais aussi de défendre ses intérêts économiques dans le pays qui sont mis en risque par plus de libéralisation, car qui dit plus de libéralisation dit plus de transparence et donc plus de risques que tout ça s'effondre. Finalement, pour conclure tout ça, une dernière réponse qui, bon, je ne la défendrai pas bec et ongle, mais ça m'est un peu survenu à l'esprit hier alors que je réfléchissais à tout ça. Généralement, pour comprendre les militaires birmans, il faut comprendre qu'est-ce que les militaires birmans veulent, quels sont leurs intérêts, quels sont leurs objectifs. Traditionnellement, depuis les années 80, les militaires défendent les 3 causes nationales principales qui sont dites simplement l'unité nationale, donc l'intégrité des frontières, la stabilité interne ainsi que la neutralité sur la scène internationale. Et par neutralité, on entend une balance entre les grandes puissances régionales que représentent la Chine et les États-Unis. Donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il est possible que les dernières années de gouvernement de la Ligue nationale pour la démocratie aient nuit à l'atteinte de ces objectifs? Par exemple, l'échec du processus de paix nuit à la fois à l'intégrité territoriale parce qu'il y a des groupes armés autonomes qui se rapprochent toujours plus de la Chine qui est d'ailleurs de plus en plus impliquée dans le processus de paix. Et ça nuit aussi évidemment à la solidarité nationale, donc la stabilité interne parce qu'il y a une reprise des combats et même intensification dans certaines régions. Considérant que l'ajout d'un acteur à la table des négociations a compliqué le processus et considérant que même si l'armée peut imposer une bonne partie de ses idées, elle doit maintenant essayer de faire des compromis avec la Ligue nationale pour la démocratie. Peut-être que l'idée d'écarter l'acteur gouvernemental de la table des négociations permettrait aux militaires d'avancer plus rapidement leur agenda en termes de processus de paix, parce qu'il faut dire que c'est une armée dont justement l'aura a toujours été de défendre le pays contre les menaces internes. Et finalement, dernier petit point, concernant la neutralité sur la scène internationale, il y a beaucoup d'analystes qui avaient dit que la libéralisation politique, une des raisons fondamentales, c'est que les généraux voulaient sortir de l'axe d'influence chinois et donc pour ça, ils devaient obtenir une levée des sanctions économiques de l'Occident, ce qui a été fait suite aux premières élections. Or, depuis 2017 et le génocide des Rohingyas, la position du Myanmar face à l'Occident s'est détériorée. Peut-être que les généraux se sont simplement dit pourquoi garder un régime si les avantages
avantages attendus, donc la possibilité de se rapprocher de l'Occident. Si ces avantages-là ne sont plus fournis, peut-être qu'ils ont considéré qu'à ce moment-ci, un coup d'État permettrait donc de mieux remplir leurs objectifs stratégiques. Donc, j'ai dépassé un peu dans le temps, je m'excuse, j'espère que ça a été quand même clair et intéressant. Et je vous laisse avec cette belle petite image d'un artiste que je n'ai pas réussi à trouver le nom, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Jean-François. Merci à tout le monde d'être venu, hein, comme on va continuer de surfer sur l'actualité quand on en a les moyens. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je remercie tous les téléspectateurs, les spectateurs, on n'est pas à la télé. Et puis, je ne peux que vous encourager à suivre les futurs événements du Cerium et du CETAS, sachant que nous allons en rajouter au fur et à mesure. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à tout le monde et bonne journée à vous tous.